présenté, donc Jérôme Comte, donc je suis médecin endocrino, donc j'ai une activité à la fois libérale et hospitalière et j'accompagne les personnes qui sont en difficulté avec leur poids dans une activité clinique, une activité de soins. Et j'ai aussi une activité de coordination, donc médecin de coordination au sein du CSO. Alors, Stéphanie vous a parlé de la partie pédiatrique du CSO, et elle vous a dit qu'on travaillait ensemble. Hein. Et donc le CSO adulte a une particularité, c'est qu'il est multisite. Parce qu'il y a quelques années, quand les CSO ont été créés, il n'y avait pas beaucoup de structures de soins qui, en structure hospitalière, qui prenaient en charge les personnes en situation d'obésité. Et donc l'union fait la force, donc nous avons décidé de créer un CSO multisite. Donc notre CSO a la particularité d'unir le CHU de Besançon, mais aussi l'hôpital de Vesoul, l'hôpital de Trévenans, et la Polyclinique de Franche-Comté, la clinique Saint-Vincent de Besançon. Et nous avons aussi des partenariats, bien sûr, et notamment avec le SSR de la Déline et la Fondation Arc-en-Ciel. Donc notre CSO, dans son activité clinique, est un petit peu éclaté. Vous voyez la différence du REPOC où l'activité est plus centrée, mais c'est juste du fait de l'organisation des soins et des moyens attribués pour la prise en charge de l'obésité. Donc dans ce CSO, pour coordonner ce CSO, il fallait une coordination et donc j'ai accepté il y a quelques années de m'occuper de cette coordination. Et donc nos missions, nous avons plusieurs missions, et les missions sont un peu communes avec les missions du CSO pédiatrique. Et parmi nos missions, nous avons à cœur de faire connaître aux usagers, aux personnes en situation d'obésité, l'offre de soins. Et nous avons aussi comme mission de créer des échanges entre les différents acteurs de soins, les différents soignants. Et donc cette journée, elle est très utile pour moi parce qu'elle va me permettre à la fois, grâce à Amandine et à cette journée, de faire connaître à la fois mieux la prise en charge de l'obésité, chirurgicale ou pas, et de créer du lien entre nous soignants et pour moi aussi d'aller vers vous et de mieux vous connaître. Alors cette coordination, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'être accompagné de Sandrine Gombetti qui est au fond. Sandrine. Et puis d'Anne-Cécile Amsalem qui est médecin et donc qui m'accompagne dans l'activité de soins au CHU, mais aussi dans l'activité de coordination. Donc un grand merci à elle parce que voilà, on travaille dans la bonne humeur, on essaie d'être efficace et on fait travailler dans la bonne humeur, c'est quelque chose d'important. Alors, Amandine m'avait demandé de vous parler du parcours de soins, chirurgie bariatrique et parcours de soins, et elle m'avait dit donc tu cibles bien, tu cadres bien le parcours et tu donnes bien les bons chiffres. Et donc, je me suis dit, voilà, on ne va pas parler du parcours. Je me suis dit, comment je vais parler du parcours sans en parler, et comment je vais faire passer mes messages sans vous donner aucun chiffre. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, de quoi parlons-nous? Oui, mais voilà, la question que je me suis posée, et quand elle me demande de parler du parcours, mais de quel parcours elle me parle? Alors, je me suis dit, peut-être qu'elle veut me parler du parcours ministériel. Vous savez, ce parcours de la haute autorité de santé, ce parcours de la HAS. Donc ce parcours qui nous dit que les personnes qui sont en situation d'obésité pour la chirurgie bariatrique doivent déjà rencontrer un soignant qui va valider que la personne rentre dans les critères de la chirurgie bariatrique. Et puis après, cette personne va bénéficier d'une information. Et si cette personne a bien compris l'information de la chirurgie bariatrique, on va pouvoir l'intégrer dans un parcours pluridisciplinaire pendant quelques mois, avec un chirurgien, un psychiatre, un médecin, et qu'à l'issue de cette préparation, qui va durer quelques mois, qui va durer entre 6 mois et 1 an, le patient aura son dossier qui sera présenté dans une commission, une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire, et à l'issue de cette réunion de concertation, on va décider si le patient va être opéré, s'il ne sera pas opéré, ou s'il a besoin d'un petit peu plus de temps pour être opéré. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas de ça qu'elle veut que je parle, peut-être qu'elle veut que je parle du parcours régional de l'obésité, et donc du parcours de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Et donc, l'Agence régionale de santé, elle souhaite que ce que vous avez vu
décliné au niveau régional. Mais ce parcours, vous voyez, il est un petit peu sinueux parce que les choses sont un petit peu éclatées. Nous sommes plusieurs structures hospitalières au niveau de nos CSO. Et donc, ce n'est pas forcément toujours facile de travailler et de se coordonner au niveau du soin. Et donc, au niveau régional, la prise en charge de l'obésité, alors pas que la chirurgie de l'obésité, mais la prise en charge de l'obésité, elle est déclinée un petit peu comme vous l'a dit Stéphanie, c'est-à-dire qu'il y a un premier recours, qui est le médecin généraliste, qui va déjà faire une première prise en soin, et si celle-ci ne suffit pas, il va solliciter des acteurs de second recours, dont certains, dans la salle, certains d'entre vous font partie, donc des médecins nutritionnistes, des diététiciennes, des psychologues, des psychiatres, et qu'en cas de difficulté, ces soignants seront adressés à des structures de troisième recours, donc, qui est le CSO. Et que ces différentes structures vont travailler en partenariat avec des associations, avec des centres de soins de suite et de réadaptation. Et donc, on pourrait voir le parcours comme ça, avec un premier, deuxième et troisième recours. Alors, sur la diapo, c'est très joli comme ça. En pratique, les patients, ils font comme ils peuvent. Donc, le parcours, il n'est pas si linéaire que ça. Et voilà, les patients vont essayer de trouver les soignants où ils peuvent actuellement, et puis de bénéficier d'un accompagnement au mieux. Mais je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle ne veut pas du tout que je parle de ces parcours-là, mais peut-être qu'elle voulait que je parle du parcours du patient. Et donc, je voudrais vous parler de Madame J. Madame J, elle a 36 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, et elle vit en milieu rural, un petit peu loin, ce qui fait que pour venir à ses consultations, ces différentes prises en charge, il lui faut 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Et Madame J, elle a une obésité assez sévère, compliquée de problèmes d'apnée du sommeil, compliquée de problèmes cardiaques. Et puis Madame J, elle a aussi un problème psychologique, étiqueté par les psychiatres personnalité borderline, tous un petit peu borderline, mais elle est étiquetée borderline, et avec des troubles de phobie, des phobies sociales, et des crises d'angoisse. Et donc cette dame, je l'ai accompagnée pendant 3 ans, avant qu'elle se décide à aller à la chirurgie bariatrique. Et donc cette dame, du fait de ses phobies sociales, elle est à la campagne, donc c'est bien pour elle, mais du fait de ses phobies sociales et ses crises d'angoisse, elle ne conduit pas. Donc elle a besoin de son mari pour se déplacer. Néanmoins, cette dame, pendant son accompagnement, elle a bénéficié d'un suivi psychologique et psychiatrique important, du fait de sa pathologie psychiatrique, d'un suivi nutritionnel, d'un suivi chirurgical, d'un suivi cardiologique, d'un des points dentaires, donc elle a voir un dentiste, etc., etc. Entre autres, elle a eu un problème gynécologique, donc elle a bénéficié d'une intervention gynécologique, elle a dû être opérée de mâchoire parce qu'il y avait un problème dentaire. Et donc au final, cette dame, son parcours, c'est à peu près, sur 11 mois, 50 consultations. 50 consultations en un an. Vous voyez le parcours. Et cette dame, elle a eu 50 consultations en un an, donc avec 1 heure aller, 1 heure retour à chaque fois, et quelques temps d'attente dans les salles d'attente. Et elle a été hospitalisée à peu près une dizaine de jours, sur ces 11 mois, pour régler des problèmes avant sa chirurgie. Donc cette dame, globalement, elle m'a dit qu'elle avait passé globalement 1 mois et demi de sa vie. 1 mois et demi de sa vie en 2021 pour bénéficier de cette chirurgie bariatrique. Et donc cette dame, je l'ai accompagnée et j'ai vécu son parcours, je l'ai accompagnée dans son parcours, avec bien sûr beaucoup d'interrogations par rapport à l'avant, par rapport au pendant et par rapport à l'après-chirurgie. Cette dame, elle a eu des moments un petit peu de découragement et d'inquiétude et d'abattement par rapport à cette chirurgie. Elle a eu aussi beaucoup d'interrogations par rapport à une chirurgie bariatrique, puisque cette dame, elle a bien pris conscience que finalement, on allait lui mutiler un organe sain pour régler un problème
pour lequel son organe n'était pas responsable. Beaucoup d'interrogations aussi sur l'après-chirurgie, d'interrogations et d'anxiété par rapport à les changements corporels qui vont survenir et peut-être les changements identitaires et les changements relationnels qui vont en découler. Et puis tous les désirs, tous les espoirs qu'il y a derrière, avec l'espoir d'une vie et de jours meilleurs. Mais je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours de l'entourage de ces patients. Et si je fais écho à l'entourage, je peux faire écho au mari de Madame J, parce que Monsieur J a dû être très à l'écoute de son épouse, qui tout au long de sa préparation, qui a duré 4 ans en fait, a exprimé beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'appréhension par rapport à son avenir. Il a dû être en soutien, il a dû l'encourager, il a dû être très disponible, puisque Monsieur J, sa femme ne conduisant pas, au cours de l'année 2021, a consacré tous ses congés et ses RTT à accompagner, à amener sa femme à ses consultations. Et Monsieur J a dû s'armer de beaucoup de patience, puisque à chaque consultation, non seulement il a amené sa femme, il a attendu sa femme pendant les consultations, puis il a ramené sa femme à la maison. Et donc lui, il a passé, si on fait le total sur 11 mois, il a passé beaucoup de jours dans les hôpitaux et dans les salles d'attente à attendre sa femme, et pendant ce temps à se poser beaucoup de questions, à avoir beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qui va se passer après. Mais je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours des soignants. Elle veut que je vous parle du parcours des soignants qui ont aussi un parcours dans cette chirurgie bariatrique qui n'est pas toujours évident. Et donc peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours du chirurgien. Parcours du chirurgien qui doit travailler avec une équipe pluridisciplinaire, qui doit avoir à disposition des infirmières, des infirmières anesthésistes, des anesthésistes, et c'est toujours plus difficile à trouver, qui doit avoir ses compétences de chirurgien et qui doit, le jour de l'opération, mettre toute son attention, sa vigilance, toute sa précision dans ce geste chirurgical, qui n'est pas anodin, et qui doit en même temps accompagner avant et après ce patient avec toute son humanité et ses compétences techniques de chirurgien. Et je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours du psychiatre et du psychologue qui accompagne ces patients, puisque nos patients, aussi bien dans l'accompagnement de la chirurgie qu'en chirurgie, on essaie de leur proposer un accompagnement. Et donc, au niveau de la chirurgie, par exemple, ces patients, donc le psychiatre, est-ce que sa mission, une de ses missions, c'est d'éliminer une contre-indication à la chirurgie, mais pour le psychiatre, il y a aussi l'intérêt d'explorer l'état psychique et l'état psychologique de la personne et d'essayer de voir quels sont les liens de cause à effet entre son état psychique et psychologique et son obésité. Mais le psychiatre va devoir aussi comprendre l'histoire de cette personne en situation d'obésité et de voir un petit peu aussi bien au niveau de l'estime de soi, au niveau de son image corporelle, au niveau de sa vie relationnelle, là aussi quels sont les liens de cause à effet entre son obésité et ses problématiques, et aussi mieux comprendre après l'opération comment les changements corporels, la perte de poids, vont peut-être influencer sur la vie relationnelle de la personne, sur son estime de soi. De 5 minutes. 5 minutes, c'est très bien. Et je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours des nutritionnistes et des diététiciennes qui accompagnent ces patients et qui vont devoir essayer avec le patient de comprendre un petit peu l'histoire de l'obésité de cette personne, comprendre ce qui relève de la génétique et puis de ses cellules adipocytaires, comprendre ce qui relève de comportements ataviques ou de comportements éducationnels, comprendre ce qui relève de l'environnement, et puis comprendre ce qui relève de l'individu, et comprendre chez cet individu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation, quelle est sa relation à l'alimentation, et
essayer de repérer les troubles du comportement alimentaire, c'est déterminant, et essayer de régler, d'essayer d'aider la personne à régler ses problèmes avant l'opération. Parce que notre mission, avant une chirurgie bariatrique, c'est à la fois d'aider la personne à avoir un comportement nutritionnel adapté pour perdre du poids confortablement pendant la période de perte de poids, et puis de l'aider à régler ses problèmes pour que, au moment où la perte de poids va s'arrêter, au bout de quelques mois, l'aider à maintenir le poids sans ces troubles de comportement alimentaire qui existent auparavant. Alors on pourrait passer les heures à parler de la restriction cognitive, mais il y a bien d'autres mécanismes sous-jacents qui participent au trouble du comportement alimentaire. Et je me suis dit, peut-être qu'Amandine, elle veut que je parle de tous les autres acteurs de soins qui participent à la prise en charge des personnes obèses, mais qui ne sont pas considérés comme des soignants. Et pour autant, vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont parler de pleine conscience, d'hypnose, etc. Et tous ces gens-là sont d'une richesse importante pour les patients, et pour autant, ils ne sont pas considérés comme des professionnels de santé. Donc, je pense à nos kinés, qui sont un peu des professionnels de santé, mais les APA, tous les gens qui font de la sophrologie, tous les gens qui font de la pleine conscience, qui font de l'hypnose, du yoga, du massage, etc. Et on peut penser aussi à ce parcours de tous ces gens qui sont en préoccupation d'aider ces personnes obèses et de travailler en collaboration avec les autres. Mais je me suis dit peut-être qu'Amandine, elle veut que je parle du parcours des associations de patients qui aident les patients, et on pourrait prendre comme exemple, par hasard, on va prendre l'exemple de l'association ELISEA, qui est une association qui nous aide beaucoup, et on peut comprendre que le parcours de cette association n'est pas toujours évident, parce que cette association, elle doit trouver des fonds, donc elle doit dynamiser, elle doit aider les gens, mais aussi trouver des animations et des ressources financières pour après proposer des ateliers divers et variés pour aider les gens dans leurs problématiques. Donc vous connaissez déjà les personnages qui animent cette association. Et je me suis dit finalement, peut-être qu'Amandine, elle veut que je vous parle du parcours pluridisciplinaire, et le parcours pluridisciplinaire, c'est ni plus ni moins que dans la chirurgie bariatrique et en dehors de la chirurgie bariatrique, finalement ce parcours pluridisciplinaire, c'est l'association, c'est l'addition de tous ces parcours qu'on vient de voir auparavant, et pour accompagner au mieux une personne en situation d'obésité, aussi bien dans le cadre d'une chirurgie ou de la chirurgie. Finalement, ce qui nous importe, c'est ce parcours avec le patient et son parcours, son entourage et son parcours, et puis tous les acteurs de soins qui vont être autour de ce patient et de son entourage et qui vont essayer d'accompagner au mieux. Et donc, un bel exemple de ce parcours pluridisciplinaire, c'est cette journée d'aujourd'hui qui finalement rassemble plein de soignants venus d'horizons différents. Et pour ça, un grand merci d'avoir organisé cette journée. Merci à vous. Merci l'équipe du CSO. Donc, je te laisse présenter les deux charmantes demoiselles qui Donc Anne-Cécile Amsalem, qui est donc médecin à mi-temps avec moi depuis le début de l'année. Et puis donc Sandrine Gambetti, qui est notre secrétaire de coordination, qui est notre pilier et qui fait un travail énorme, notamment au niveau de la RCP de chirurgie bariatrique. Donc vous pouvez les retrouver sur le village exposant et également animer un table ronde en début d'après-midi. Et merci au CSO parce que c'est grâce à vous aussi que l'association a des ressources de l'équipe médicale et a une reconnaissance. Et sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a besoin de fonds et parce qu'on a envie de faire valoir un petit peu les activités annexes qu'on peut proposer. Donc merci beaucoup. Et merci aussi à toi parce que tu m'as permis de faire mon DU éducation thérapeutique du patient, de m'ouvrir les portes de la formation parce que je ne suis pas du tout du milieu médical. Donc c'est grâce à ces professionnels de santé aussi que les patients experts, on a cette particularité-là de vous accompagner. Donc merci beaucoup. Merci à tous les deux.